Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire la première partie de mon bilan lecture du mois d'avril 2019. Alors en même temps que je vais vous présenter les livres, je vous parlerai des house, puisque chaque livre que j'ai lu correspond à une matière des house. Donc j'en ai lu 6, j'ai donc complété 6 matières, je suis donc à la moitié. J'ai aussi lu un magazine ce mois-ci, donc je vais vous en parler. Attendez-vous à ce que je parle beaucoup, comme d'habitude. C'est parti! Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, j'avais absolument pas l'intention de le lire ce mois-ci. Mais j'ai entendu beaucoup de gens en parler, donc je me suis dit, allez, on va le lire quand même, ça m'intrigue en fin de compte. Donc j'ai lu Candide de Voltaire. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je ne pense pas que ce livre c'est de la merde. Déjà, aucun livre n'est de la merde. Je n'aime juste pas. Voilà. À mon grand étonnement, j'ai quand même aimé certaines parties de ce livre. Alors c'est un conte philosophique qui suit Candide, qui est un jeune homme qui vit chez le baron de Thundertentronckh. En gros, dans ce livre, Voltaire se sert de certains tropes littéraires, on va dire, pour se moquer en fait. Il y a beaucoup d'ironie, beaucoup de critiques sociales, de satire, tout ça. Donc il se moque d'à peu près tous ses personnages. Candide, Pangloss, Cunégonde aussi il me semble, le fils du baron, le baron lui-même, enfin voilà, il reprend aussi beaucoup de tropes comme je vous l'ai dit, par exemple celle du conte de fées. Alors, ce que j'en ai pensé, alors certains passages m'ont fait rire au début, et j'ai annoté un peu, mais je me suis vite lassée en fin de compte. C'est vrai que Voltaire a beaucoup d'humour, il injecte beaucoup d'humour dans son texte, il est très ironique aussi, donc il fait rire le lecteur aux dépens de ses personnages. Mais j'ai trouvé que c'était lassant pour moi en fait à force. Je comprends tout à fait pourquoi ça peut plaire et pourquoi ça peut ne pas plaire. J'ai aussi aimé les critiques sociales et religieuses, comme souvent quand je lis. C'est peut-être le fait que tous les personnages sont tournés en dérision, donc à force, en fait le lecteur ne peut s'attacher à aucun d'entre eux. Oui, vraiment tout est tourné en ridicule, donc c'est un peu compliqué de prendre quoi que ce soit au sérieux. Même la fin, en fait. Parce qu'à la fin, ça s'améliore un peu. Et certains ont vu dans le personnage de Martin la figure de l'auteur ou la figure du narrateur. Voilà, bon. Donc je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu. Mais je suis pas une énorme fan et pour autant, je ne suis pas une détractrice ou quoi que ce soit. J'ai fait compter Candide pour Sortilège. Le sort, c'était Ageline et il fallait lire un livre pour adultes. Donc, vu que c'est un conte philosophique, je considère que c'est pour adultes. Ensuite, j'ai lu Justice League tome 3, le trône d'Atlantide, écrit par Geoff Jones et dessiné par plusieurs personnes, par exemple Ivan Reis, Paul Pelletier, Tony Daniel, Pete Woods et Marlo Alquiza. Pas beaucoup de femmes là-dedans, dis donc. Comme c'est le tome 3, je ne sais pas si je peux vraiment beaucoup vous en parler, mais je peux au moins vous montrer quelques illustrations. Voilà, vu que ça a été dessiné par plusieurs personnes différentes, vous constaterez les styles différents. Voilà, il y a aussi l'illustration derrière. En gros, ça va se concentrer sur l'Atlantide, comme le nom l'indique. Et j'ai eu un seul petit problème avec ce livre, c'est qu'il y a des intrigues qui commencent à apparaître. Par exemple, celle avec la déesse Cheetah, c'est ça? Oui. La déesse Cheetah, par exemple. Et en fait, cette intrigue disparaît au fil du tome et on se dit, mais pourquoi l'avoir introduit puisque ça n'amène à rien? Je sais pas. Mais j'ai aimé que ce soit concentré sur l'Atlantide parce que j'aime beaucoup cet univers. J'ai aimé les dessins, j'ai aimé les personnages, comme d'habitude. J'ai aimé aussi qu'on rencontre de nouveaux personnages vers la fin. Et ça faisait très longtemps que j'avais lu un comics, du coup, voilà, j'étais plutôt contente d'apprécier celui-ci. Justice League tome 3 a compté pour Arithmancy, un livre écrit par plusieurs auteurs. Et je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin, j'ai lu le tome 4 juste après, qui s'appelle La Ligue de Justice d'Amérique. J'ai aimé aussi celui-là, on a de nouveaux personnages, de nouveaux ennemis, les dessins sont pas mal. Bon, ça a été écrit par la même personne. Et dessiné par les mêmes aussi peut-être? Non, ça a été dessiné par d'autres personnes. C'est pas grave, voilà, vous avez... Donc j'ai aimé qu'on se concentre pas sur les personnages habituels, on va dire. Mais en fait, j'aurais bien aimé les voir quand même, parce qu'ils n'apparaissent pas du tout. Et j'ai trouvé ça dommage parce que du coup c'est plus tellement la Justice League. Et quand j'ai regardé d'ailleurs sur Livre Addict, c'est compté dans la série Justice League en France, mais
aux États-Unis. C'est plus une série parallèle en fait. Donc j'étais un petit peu... oui. Un petit peu sur ma faim on va dire. Et j'ai aussi un petit problème avec l'hypersexualisation du personnage de Catwoman, puisqu'elle porte un décolleté. Enfin oui d'accord, mais... je sais pas, j'ai des doutes sur ce costume, je l'avoue. Et ce tome comptait pour potion, le prochain ingrédient, donc une suite de série. Ensuite, je me suis dit, tiens, j'avais commencé un livre et j'ai dû faire une petite pause pendant ma lecture. Et donc je me suis dit, je vais me faire un petit plaisir, ça me réconfortera si jamais je vais mal, m'apportera de la joie, c'est sûr. Et donc j'ai lu Harry Potter and the Prisoner of Azkaban de J.K. Rowling et illustré par Jim Kay, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le 3e tome de la série. Je vais vous montrer quelques illustrations, si j'en trouve. Alors j'aimerais bien vous montrer mon illustration préférée. Je la trouve très classe. Alors ça c'est mon illustration préférée. Mais genre vraiment elle est trop classe, on est d'accord. C'est vraiment super beau. Ça m'a fait du bien de revenir dans cet univers. Bon, c'est pas mon tome préféré, mais j'aime quand même. Je pense même que c'est un des tomes que j'aime le moins en fait dans toute la série, le prisonnier d'Azkaban. Je sais que beaucoup de gens adorent parce que c'est dans ce tome qu'on découvre Lupin et Sirius Black. Mais moi, non, ça m'a jamais tellement... J'ai jamais adoré ce tome. Étrangement. J'ai adoré les illustrations par contre, ça c'est sûr. J'ai aimé me replonger dans l'univers comme je vous l'ai dit, retrouver mes personnages préférés, donc Hermione, Harry, Ron, tout ça. Découvrir aussi, enfin redécouvrir le livre puisque j'avais re-regardé les films il y a pas longtemps. Et en fait il y a des passages qui n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir du tout. Par exemple la scène à la fin, là ça risque d'être un spoil pour ceux qui ne l'ont pas lu, donc je n'ai pas tellement envie de vous en dire plus, mais je crois que c'est au chapitre 18, non pas 18, 17 du coup. Au chapitre 17, il y a une scène en particulier qui est emblématique de ce film et de ce livre, et en fait le film, vu comment c'est joué par les acteurs et comment c'est mis en scène, ça n'a rien à voir avec la scène dans le livre. Et je trouve ça dommage parce que du coup, dans le film, on nous laisse entendre que 2 personnages ont collaboré depuis le début, alors que dans le livre, c'est tout à fait clair que ce n'est pas du tout le cas et que ce sont les autres personnages qui ne comprennent pas en fait ce qui se passe quand les 2 personnages se retrouvent. Voilà, j'ai tenté d'être assez cryptique, j'espère que j'ai réussi, tout en faisant en sorte que vous me compreniez. C'était comme d'habitude assez émouvant de retourner dans Harry Potter. J'ai aimé les scènes d'action, j'ai aimé cette histoire avec le temps, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le livre. Je sais pas si c'est parce que j'avais commencé un autre livre avant, et donc si j'étais toujours dedans ou pas, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me mettre dedans. Et ça m'a agacée parce que je me suis dit c'est trop dommage, je suis en train de relire une de mes séries préférées et j'arrive pas à entrer dans l'histoire. Donc c'était un peu dommage, mais au fil du temps j'ai réussi et voilà, c'était cool. Mais je pense que j'ai quasi préféré ma relecture à ma première lecture parce que, comme je vous dis, j'ai revu cette scène où, en fait, oui, elle est assez mal tournée dans le film quand on regarde bien, et elle est quand même beaucoup mieux dans le livre. Voilà, tout ça pour dire la série de livres est mieux. Je pense aussi que si j'ai eu du mal à entrer dans ce livre, c'est parce que au début, quand j'ai commencé, j'étais en train d'analyser certains tropes et certaines figures emblématiques, on va dire, de la littérature jeunesse, tout ça. Et je me disais, ah oui, en fait, c'est gros. Je partais sur la mauvaise pente, on va dire, en recommençant cette lecture. Heureusement, le magazine est arrivé et il m'a aidé, on va dire. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban comptent pour herbologie, une plante sur la couverture, puisqu'il y a ici un arbre. Voilà. Je voulais le mettre pour land animal, c'est ça? Oui, un animal terrestre sur la couverture, mais en fait, il est de l'autre côté. Donc non. Ensuite, avant de finir le magazine, j'ai lu La mystérieuse affaire de style d'Agatha Christie. C'était une lecture commune avec Aurore. C'était d'ailleurs très sympathique, nous allons bientôt faire le débrief. Alors c'est la toute première enquête d'Hercule Poirot et c'est le tout premier roman d'Agatha Christie. Vu comment c'était présenté dans le résumé, on pouvait se dire, ah bah du coup, ce sera pas aussi bon que les autres enquêtes, tout ça. Mais non. En gros, c'est l'histoire du meurtre de Mrs. Inglethorpe, maîtresse de la propriété de Styles, et dans cette maison vivait justement, au moment du meurtre, Hastings, le collègue de Poirot. Et Poirot était justement dans la ville à ce moment-là. Donc, l'enquête va être commencée par Hastings et Poirot, puis va être passée à Scotland Yard, tout ça. Déjà, le début, on sent qu'on est dans un roman policier parce que la façon dont le personnage, Hastings, parce que c'est écrit à la première personne, donc la façon dont il présente les personnages, on sent qu'il dresse des portraits
typiques du roman policier. En tout cas, c'est la façon dont je les ai lus et j'ai trouvé ça sympa. Il y a aussi, dès le début, une première allusion, enfin une première mise en abîme que j'ai bien aimée, si je la retrouve. Un bon roman policier, moi, ça me plaît, intervient Miss Howard, mais on écrit trop de bêtises. Le coupable découvert au dernier chapitre et à la stupeur générale, mon œil, lui. Un vrai crime, on saurait tout de suite qui a fait le coup. Il y a pourtant eu un bon nombre de crimes sans solution, fis-je remarquer. Pensez pas à la police, mais aux gens proches, à la famille. Pas possible de les rouler, à mon avis. Ils seraient illico. Alors, répliquai-je, car la conversation m'amusait, si d'aventure vous étiez mêlé à un crime, vous seriez à même de désigner le coupable au premier coup d'œil. Bien sûr, peut-être pas de le prouver à une bande d'hommes de loi, mais s'il s'approchait de moi, je le détecterais du bout des doigts. Ok, bien aimé ce passage qui se trouve dans le premier chapitre, ça donnait déjà bien envie. Je trouve que le style est très fluide et assez agréable à lire, le livre n'est pas long, mais il ne semble pas long non plus. L'enquête est très bien menée, par Poirot évidemment. D'ailleurs j'aime beaucoup ce personnage, mais vraiment beaucoup, je le trouve top. Vraiment, je l'adore. J'aime beaucoup la première description qui est faite par Hastings, mais j'aime encore plus le voir évoluer. Ce que j'ai détesté dans ce livre, c'est la condescendance d'Hastings par rapport à Poirot, parce que Poirot est plus âgé que lui. Et donc il se permet de dire des choses du genre oui, je suis la nouvelle génération de policiers, moi heureusement j'ai toute ma raison parce que lui est complètement fou allié, il se méprend totalement et puis il est d'une telle arrogance, et puis de toute façon il me dit rien. Voilà. Il m'a énervé. Vraiment. Donc j'espère que toutes les enquêtes de Poirot ne sont pas écrites du point de vue d'Hastings parce que là, ça va pas le faire, je vous le dis. J'ai beaucoup aimé l'ambiance aussi puisqu'on se trouve dans une maison assez imposante, avec des domestiques, tout ça. On se trouve au milieu d'un drame familial, donc j'ai beaucoup aimé. Tout le monde garde un petit peu des secrets et j'aime bien ce genre d'ambiance, on va dire. Je n'ai pas deviné qui était le meurtrier, alors que j'étais persuadée de savoir qui c'était, puisque à un moment donné, je crois que c'était juste après le 3e chapitre, avant que Poirot enquête, je crois, ou même au 2e, j'ai dit à Gaël, je suis sûre que c'est lui qui a fait le coup avec elle. Il me dit bon bah d'accord, on verra à la fin si t'as raison. J'étais persuadée d'avoir raison et en fait, pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est là qu'on voit tout le génie d'Agatha Christie, puisque elle m'a menée sur tout un tas de fausses pistes et je les ai suivies en mode oui, je suis persuadée que c'est ça. Et non. Donc c'était un roman intelligent, une enquête très sympa à suivre et j'ai hâte de continuer. D'ailleurs, on a décidé avec Aurore de lire une enquête d'Hercule Poirot, ou en Agatha Christie, tous les 2 mois. Ça va être sympa. Donc nous poursuivrons sans doute avec le crime du golf, la 2e enquête de Poirot. J'ai hâte. Et j'ai fait compter la mystérieuse affaire de style pour Histoire de la magie, un livre publié il y a au moins 10 ans. Ensuite, j'ai lu le point pop sur Harry Potter, mythe et origine d'un chef-d'œuvre. Parce qu'après avoir lu celui sur Game of Thrones, je ne pouvais pas passer à côté de cela. Donc je compte me prendre aussi les autres, hein, celui sur le Seigneur des Anneaux, celui sur la science-fiction et celui sur les mythes qui ont inspiré les classiques Disney, je crois. Il me semble que c'est ça. J'ai adoré ce magazine, c'était juste trop génial. Alors ça se fait par analyse de personnages, mais pas seulement. On nous parle de J.K. Rowling, on nous parle de chiffres aussi. On nous parle aussi de comment ça a commencé. Il y a une bibliographie sélective à la fin. Évidemment, j'ai ajouté tous les livres à ma wishlist, en tout cas ceux qui n'y étaient pas déjà. J'ai trouvé ça passionnant. Il y a aussi un article sur Poudlard. Il y a aussi des recettes. Il n'y a pas de test cette fois, il n'y a pas de quiz pour savoir par exemple dans quelle maison vous êtes. Et il y a des recettes, par exemple là, il y a les pâtes à citrouille du Poudlard Express, la bière au beurre revisité, la tarte à la mélasse de Harry et Félix Félicis, chance liquide. Et on a les bouquins de cuisine, d'où viennent les recettes. C'était top, j'ai adoré, c'était génial. Il y a tout un tas de choses que je voyais absolument pas dans la série, que j'ai vu grâce à ce magazine, et c'est justement ce qui m'a aidé à apprécier encore plus ma lecture du Prisonnier d'Azkaban. Puisqu'il y a un article exprès sur Sirius Black, il y a un encart sur Lupin, il y a des références, il y a une petite analyse sur Ginny, sur Neville et sur Luna. Il y a tout un article sur Draco Malfoy et sur sa famille en gros. Évidemment, on doit passer par elle. Voilà, donc j'avais pas du tout vu certaines choses dans la série. Déjà parce que quand je l'ai lu la première fois étant enfant, je cherchais pas du tout à analyser ce genre de choses. Moi j'étais dans l'histoire de surface on va dire. Et je trouve ça vachement intéressant en fait de creuser et d'analyser un peu, de voir des choses différentes, tout ça. Enfin c'était top. Il y a un article sur Rogue aussi. Et en relisant Le Prisonnier d'Azkaban,
je me suis rendu compte que... Bah, en fait, j'aime bien le personnage de Rogue. Mais pour certaines personnes, c'est un personnage préféré parce que... Voilà, la révélation du 7ème tome, tout ça. Et moi, j'ai jamais réussi à le considérer comme un de mes personnages préférés parce que j'ai vraiment du mal avec le Rogue des 6 premiers tomes, en fait. Parce qu'il est quand même vachement cruel envers tout le monde. C'est pas forcément... Enfin, je pense que la révélation finale n'explique pas la cruauté du personnage. Voilà. Donc, c'est pas un de mes préférés, mais je le déteste pas pour autant. Bon, quoique, dans ce tome-là, il y a de quoi quand même, je trouve, le détester. Il y a aussi une partie sur les animaux fantastiques. Ce magazine est top. Aussi top que celui sur Game of Thrones. Même s'ils sont organisés de façon différente, et même s'il manque certaines choses dans ce magazine-là, peut-être qu'ils en refont un, on ne sait jamais, je vous le recommande quand même. Et le dernier livre que j'ai fini ce mois-ci, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Nous noterons la coïncidence. Pendant que je lisais la scène du feu dans Notre-Dame de Paris, il y avait effectivement un incendie dans la vraie cathédrale. Je peux vous dire que je me suis pas sentie très bien à ce moment-là parce que je me suis dit mais quelle étrange coïncidence, pourquoi pile au moment où je lis ce passage, il se passe ça. Puis après j'ai vu des articles du genre la prémonition d'Hugo, voilà. Mais on ne va pas parler de ça parce que voilà, on va rester concentré sur le livre. J'ai adoré l'écriture d'Hugo parce qu'il écrit merveilleusement bien. Je pense que même si on n'aime pas ses livres, on ne peut que reconnaître qu'il écrit magnifiquement bien. Le livre ne paraît pas long, en tout cas au moment où il y a de l'action, où on est avec les personnages, tout ça, ça coule, c'est fluide. Le bémol des livres d'Hugo, ce sont les digressions, qui souvent n'ont absolument rien à voir avec l'histoire. Par exemple, des références historiques qui n'ont rien à voir avec l'histoire, on se demande pourquoi elles sont là, des noms qu'on nous lance et on ne sait pas du tout à qui ça se réfère. Donc il faut lire les notes ou alors même faire des recherches supplémentaires. Et personnellement, c'était pas ce que je recherchais en lisant Notre-Dame de Paris. Pour autant, quand il y a des phases d'action avec les personnages, on est vraiment dedans. L'histoire est prenante et elle est aussi extrêmement cruelle et désespérante. Mais alors, à un point. C'est déprimant en fait de lire les livres d'Hugo parce que tous les personnages sont brisés, soit avant même le livre, soit pendant. Donc voilà, c'est... Si vous avez envie d'être réconforté, ne lisez pas Hugo, je vous le dis. Vous le ferez pas, c'est sûr. Même si les digressions sont parfois un peu embêtantes, j'ai adoré celles sur l'architecture et sur le combat entre architecture et livre. J'ai trouvé ça très intéressant, parce que ça ouvre des pistes de réflexion, tout ça. J'ai aimé qu'on parle bien sûr de la cathédrale et qu'on voit son architecture, tout ça. J'ai aimé les descriptions de bâtiments, par exemple. J'ai moins aimé les digressions historiques, ou les passages, par exemple, il y a un passage avec Louis XI, où on nous décrit chaque personne, et d'accord, mais j'aurais aimé qu'on se rattache plus rapidement à l'histoire, on va dire. Donc j'ai aimé certaines réflexions qui sont proposées au lecteur. J'ai aimé aussi le jeu avec le lecteur, parce que souvent le narrateur nous dit « Lecteur, je t'ai dit cela » ou « Je vais te montrer cela » ou « Je ne vais pas te parler de ça » et en fait si. Ce genre de choses. Donc ça, j'aime beaucoup les jeux entre narrateur et narrateur. Avant de vous parler des personnages, je vais quand même vous dire, je trouve que Hugo, dans ses romans, nous fait lire des histoires trop cruelles, je trouve. Enfin, la cruauté est poussée à l'excès, je trouve. C'est presque pas cohérent. Tellement pas que quand j'ai lu la fin, bien sûr j'ai eu mal au cœur et j'ai eu les larmes aux yeux, mais j'en étais pas au point où ça m'a fait pleurer. Parce que justement c'était peut-être trop. Voilà. Parce que ça devient vraiment carrément tragique. On va maintenant parler des personnages. Alors je pense que mes opinions sur les personnages sont peut-être particulières en fait. Je n'ai jamais entendu d'opinion sur les personnages de Notre-Dame, donc on verra. J'ai adoré Quasimodo, c'est mon personnage préféré. Il est très touchant, très attendrissant, il m'a brisé le cœur à de multiples reprises. J'aime beaucoup les passages qui parlent de lui. À la rigueur, si j'avais pleuré en lisant, c'est sans doute pour les scènes où Quasimodo se trouve, parce que, waouh, c'est un mélange de pitié, oui, d'attendrissement, d'amour, voilà, il est tellement rejeté par tout le monde, c'est dramatique. J'ai par contre pas tellement apprécié la façon dont il est, pas décrit, parce que en gros il est effroyablement laid, le narrateur nous le dit,
Il nous explique pourquoi, il nous explique qu'il est difforme, et que du coup parce qu'il est difforme, son âme l'est aussi. Du genre il est pas fini physiquement, donc il est pas fini spirituellement. Là par contre, oui, enfin, faire coïncider la laideur physique avec par exemple la méchanceté ou le fait d'être spirituellement diminué, je suis pas persuadée du tout. Donc là par contre j'ai pas tellement aimé cet aspect. Mais alors les autres personnages. Alors Frollo est un personnage super intéressant je trouve. Un personnage tourmenté, très sombre, que j'ai apprécié à certains moments, qui m'a apitoyé, mais que j'ai aussi détesté à d'autres moments, mais profondément, vraiment. C'était presque viscéral pour Frollo, bizarrement. Et Esmeralda et Phébus, c'est autre chose. Alors Phébus, je le déteste de tout mon cœur. Il a réussi, étrangement, à arriver sur la liste de mes personnages, des personnages que je déteste le plus en littérature. Donc on applaudit Phébus. Franchement, c'est impressionnant. Je ne vais peut-être pas vous dire pourquoi. C'est un séducteur lâche, incapable de penser à quelqu'un d'autre qu'à lui-même, et il m'a donné envie de vomir à plusieurs reprises. Alors Esmeralda, c'est plus compliqué. Je l'ai appréciée, je l'ai bien aimée parfois, mais j'ai eu du mal parce que elle est tellement superficielle. Mais c'était impossible pour moi de l'aimer pleinement ou de m'attacher pleinement à elle, tellement elle est superficielle et naïve mais pourquoi elle fait certaines choses, mais non, elle se fait complètement avoir et elle plonge dedans et il n'y a pas un moment donné où elle remet en question ce qu'elle pense. Enfin, je peux pas trop vous en dire sans que vous ayez lu le livre, sinon c'est un spoil. Mais par exemple avec Quasimodo, parce que vous vous doutez bien qu'à un moment donné il y a une interaction entre Quasimodo et Esmeralda. Avec Quasimodo, en gros, il est tellement laid qu'elle peut rien ressentir pour lui, ni pitié ni rien, et qu'elle préfère carrément oublier qu'il existe. Oui. Bah d'accord. Ok. Parfait. Autre bémol de ce livre, l'insta-love. Alors si je déteste l'insta-love dans les gars, je le déteste aussi dans les classiques, et là c'est tout à fait ça. Mais genre vraiment, c'est ça. Et j'ai aussi l'impression que c'est confusion entre désir et amour. Donc je ne suis pas tout à fait convaincue. En tout cas par les histoires d'amour et par les personnages. Mais sinon, voilà, c'est un grand livre, c'est génial, c'est... Comme dit Michelet à l'arrière, Hugo a bâti à côté de la vieille cathédrale une cathédrale de poésie aussi ferme que les fondements de l'autre, aussi haute que ses tours. Oui, je pense qu'il a raison. Donc, je vous le recommande si ça vous intéresse. N'hésitez pas. C'est très intéressant à lire et ça vaut le coup, rien que pour la façon dont écrit Hugo, vraiment c'est très beau. Et puis peut-être que vous aimerez ces histoires d'amour, ces personnages, plus que moi. Petit plus pour la chèvre que j'ai bien aimée. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, au début on suit un personnage qui ne fait pas partie des personnages principaux qu'on s'imagine dans... Enfin qu'on s'imagine, qu'on connaît en fait dans Notre-Dame de Paris. On suit Pierre Gringoire. Et je crois que le premier personnage qu'on connaît n'apparaît qu'au livre 2. C'est au chapitre 3 du livre 2 qu'apparaît pour la première fois un des personnages principaux. Sinon, on suivait Gringoire. J'étais un petit peu déçue en fait de suivre d'abord ce personnage alors que je m'attendais tout de suite à entrer dans l'histoire avec Quasimodo par exemple. Par contre la fin est affreuse parce qu'on la voit par les yeux de Quasimodo. Et la dernière phrase est tellement tragique, tellement pathétique, ça donne très fortement envie de pleurer. Et en même temps, si certains lecteurs sont un peu cyniques ou quoi, ils vont dire oui d'accord, quelle conclusion. Donc voilà, je vous conseille de préparer vos mouchoirs quand même au cas où et je vous dis que ça vaut quand même le coup, vraiment. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Christelle qui ne l'a pas encore terminé, donc on continue à échanger nos impressions. Et d'ailleurs, j'avais raison pour ma théorie. Quelle clairvoyance. Notre-Dame de Paris a compté pour Soins aux créatures magiques avec un animal terrestre sur la couverture. Djali, la chèvre. Voilà, c'est tout pour cette première partie du mois d'avril. Dites-moi ce que vous avez lu, si vous participez aux Howls, quelle matière vous avez déjà complété, avec quel livre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.